Je vous propose de démarrer tranquillement et puis je me présente, je m'appelle Mathieu Girardet, moi je suis directeur de Mission Droit, je suis également enseignant à l'IEP de Paris, Sciences Po Paris. Je suis enseignant en droit privé depuis un peu plus de 20 ans. Et donc, voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans cet univers de l'enseignement en droit. Et donc, bon, on va dire que les études de droit n'ont plus beaucoup de secrets pour moi et n'ont pas beaucoup de secrets non plus pour Clara, qui est une étudiante qui a déjà obtenu son master et qui est actuellement à l'IEJ pour préparer le concours de l'ENM, l'École nationale de la magistrature, et l'examen du CRFPA pour devenir avocat. Mais peut-être que je te laisse juste te présenter, Clara, si tu veux bien dire un mot sur toi. Oui, bonsoir à tous. Alors, effectivement, je suis ancienne étudiante de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, pour ceux qui connaissent, étudiante en master 2 de droit pénal, ancienne étudiante du CFJ et aujourd'hui tutrice dans le cadre de la mission droit pour le CFJ. Donc, évidemment, je pourrais répondre à toutes vos questions si le cœur vous dit de nous poser des questions ce soir. Alors n'hésitez pas, juste pour préciser un tout petit peu les choses. Effectivement, alors, mission droit, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ce soir. Comme je vous le disais, donc je dirige cette prépa. C'est donc une prépa de droit et on est invité ce soir par le site étudiant en droit à animer cette conférence. Mais voilà, moi, mon métier, c'est de gérer cette prépa. Et une prépa de droit, eh bien, c'est un peu comme si vous voulez une prépa de médecine, c'est-à-dire qu'on accompagne des étudiants qui sont inscrits à l'université et on les aide à performer. Et Clara est une ancienne étudiante qui a brillé depuis et qui aujourd'hui est tutrice. Et c'est pas un hasard si je lui ai demandé d'être tutrice chez nous parce qu'elle est particulièrement appréciée de nos étudiants et elle est, moi je trouve particulièrement une brillante juriste. Et donc à Mission Droit, on est accompagné à la fois par des profs de droit, comme moi par exemple, qui ont beaucoup d'expérience dans les études de droit et dans l'enseignement. Et puis on est accompagné également par des tuteurs, tutrices, qui sont des étudiants et qui sont encore en fait dans leurs études de droit et qui accompagnent les étudiants pour les épauler, leur donner leurs astuces et leurs conseils d'étudiants. Voilà. Et le service du tutorat à Mission Droit est particulièrement apprécié de nos étudiants. Voilà. Alors, je vous propose de partager à présent mon écran pour démarrer cette conférence sur la présentation des études de droit. Alors, ce soir, donc, on va traiter ce sujet en deux parties. Vous verrez que les juristes adorent faire des plans en deux parties, donc on ne se refait pas. Et j'ai fait donc un plan en deux parties pour ma conférence. Dans une première partie, je traiterai de généralités sur les études de droit, et puis je voudrais dans une deuxième partie qu'on parle en fait du déroulement d'une année à la fac de droit, simplement pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend l'année prochaine si eh bien, vous êtes via Parcoursup pris dans une fac de droit et que vous faites ce choix de faire des études de droit. Alors tout d'abord, quelques généralités sur les études de droit. L'université en droit, la fac de droit, elle est organisée suivant un système qui s'appelle le LMD, le licence, master, doctorat. Alors, c'est une nouvelle répartition qui date d'il y a 10-15 ans à peu près hein, pour les études à l'université, qui n'existe pas simplement d'ailleurs pour le droit, mais qui existe pour toutes les études universitaires. Et la licence, ça correspond à 3 années d'études. Vous avez donc la licence 1, la licence 2 et la licence 3 qui vous permet d'avoir un diplôme, le diplôme de licence. Donc au bout de 3 années, eh bien, vous avez un diplôme. Si vous arrêtez vos études de droit à la licence 2, cela ne vous donne pas véritablement en fait de diplôme. Donc quand on démarre en fait des études de droit, on est embarqué, j'ai envie de dire, pour 3 années. On va dire pour 3 années minimum si vous voulez sortir avec un diplôme que vous pouvez ensuite faire valoir sur le marché du travail ou faire valoir pour faire des passerelles. Alors, bien entendu, il existe des passerelles
avant la troisième année. Si vous vous apercevez à la fin de la première année de licence que ce n'est pas la voie que vous souhaitiez faire, et que ce n'est pas dans les études de droit que vous allez vous épanouir, eh bien, vous pouvez basculer sur d'autres études avec un système de passerelle. Mais si vous voulez continuer vos études de droit, eh bien, ce sera uniquement au bout de la troisième année que vous pourrez avoir votre diplôme de licence. Alors, cette durant cette conférence, on va surtout s'intéresser à la licence 1, puisque pour la plupart d'entre vous, même pour 99% d'entre vous, soit vous avez des enfants qui sont encore au lycée, soit vous êtes vous-même encore au lycée. Et donc, ce qui vous intéressera le plus, je pense, c'est surtout la première année de licence. Et simplement, très schématiquement, pour que vous compreniez à quoi correspondent ces 3 années de licence, la première année de licence, elle vous permet d'apprendre des matières qui sont dites assez généralistes pour vous donner les bases. Donc, vous avez par exemple le droit constitutionnel qui vous donne les bases de ce qu'est la Constitution, et vous avez cette matière sur les 2 semestres de l'année, donc pendant un an. Et puis en droit privé, on a l'introduction au droit, dans certaines facs le droit de la famille, dans d'autres le droit des personnes. Je vais vite à ce stade, mais je reviendrai sur ces différentes branches du droit, que sont le droit public, le droit privé. Tout cela est encore un peu nouveau pour vous, mais voilà, c'est l'idée de vous dire que la première année de licence est vraiment pour vous donner des bases. C'est une sorte d'introduction donc au droit. Euh, la licence 2, on commence un petit peu à se spécialiser, mais tout en ayant l'obligation de poursuivre des études, enfin un apprentissage dans les 2 grandes branches du droit, que sont le droit privé et le droit public. Et donc, durant cette deuxième année, on va assimiler des connaissances qui sont absolument indispensables pour pouvoir faire ensuite n'importe quoi, n'importe quelle matière en droit. Et notamment, on va travailler le droit des obligations, qui est en fait une sorte de matière mère de toutes les matières de droit privé, et le droit administratif qui, de son côté, est aussi une matière assez, comment dire, fondatrice de ce qu'est le droit public. Donc, on commence un peu à entrer dans le concret. C'est davantage concret que la première année de licence, qui est assez quand même théorique, mais on reste assez généraliste. Et puis, véritablement, c'est en troisième année que l'on va commencer à se spécialiser, où on va s'orienter plus droit public ou plus droit privé. Et on va prendre en fait des matières un peu dites d'application, c'est-à-dire qu'on va mettre en application ce que l'on a appris en première et en deuxième année à travers de nouvelles matières qui sont un peu plus donc spécialisées. Et puis, à la fin de cette troisième année de licence, eh bien, il va falloir présenter un dossier pour pouvoir être sélectionné en master. Et le master, aujourd'hui, se passe en 2 années. Vous avez l'année de master 1 et l'année de master 2. Et la sélection se fait à l'entrée du Master 1, et c'est à l'issue de cette deuxième année de Master que vous avez le diplôme de Master. Euh, le diplôme de Master, c'est un diplôme qui aujourd'hui est quasiment incontournable sur le marché du travail. Et c'est aujourd'hui, on va dire, euh, ça doit être votre préoccupation dès la première année de licence. Vous devez vous dire que dès la première année de licence, il faut vous constituer un dossier solide, un dossier à la fois universitaire, mais aussi extra-universitaire, avec des activités éventuellement extra-universitaires, associatives, sportives, que sais-je. Mais il faut se constituer un dossier qui soit présentable à l'entrée de master, puisque on va candidater pour entrer dans un master, un peu comme ce que vous avez connu avec Parcoursup. Et il y a d'ailleurs une plateforme aujourd'hui qui ressemble beaucoup à Parcoursup. Alors je suis un peu désolé de voir vous rappeler peut-être ce n'est pas encore de mauvais souvenirs puisque vous êtes en plein dedans, en plein Parcoursup, mais vous allez connaître à nouveau cela, hein, dans 3 années.
Et donc, bien, vous voyez que ce que vous devez faire pour Parcoursup, c'est un peu la même chose que vous allez devoir faire pour l'entrée en master. C'est-à-dire qu'il va falloir vous constituer un dossier avec des lettres de motivation. Voilà, c'est vraiment un peu comme le Parcoursup. Alors, Clara, n'hésite pas à intervenir, peut-être si tu veux compléter ou donner ton point de vue d'étudiante par rapport à ce que tu as vécu très récemment, puisque toi, tu as terminé ton master, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Oui, j'ai effectivement terminé mon master 2 l'année dernière. Ce qu'il faut que vous sachiez, je m'adresse autant aux parents qu'aux étudiants, c'est que il est possible que le master se fasse à l'étranger. Il est possible qu'il se fasse dans différentes villes de France, pas forcément là où vous habitez. Tout dépend de la volonté de l'étudiant, de la volonté du parent. Le master 1 est très généraliste. Et le master 2, c'est très, très spécialisé. Hmm. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faudra prendre en considération en fonction du métier que vous entendez faire plus tard. Se diriger déjà vers une licence 3 qui est un peu orientée public ou privé. Mathieu pourra vous en reparler. Et ensuite vers un master très spécialisé en fonction du domaine juridique qui vous intéresse. Voilà, exactement. Et on a dans les Master 2 deux filières distinctes. Un Master 2 dit professionnel et un Master 2 dit recherche. Donc le Master 2 dit recherche va plutôt conduire à des métiers de type académique, universitaire, et notamment ce Master 2 recherche peut conduire vers le doctorat. Et le doctorat, c'est, on va dire, la phase finale des études de droit. Et là, il n'y a pas véritablement, si vous voulez, de délai pour le doctorat. Alors, c'est quoi le doctorat? En fait, c'est quand on fait une thèse, hein, pour dire les choses autrement, c'est quand on fait une thèse de droit. Euh, et dans les études de droit, on termine par la thèse de doctorat, alors que dans d'autres études, la thèse de doctorat arrive plus tôt. Mais dans les études de droit, ça va être le dernier échelon. Euh, Faire une thèse, ça peut durer plusieurs années, parfois ça dure même 10 ans. Voilà, il n'y a pas de date limite, mais on va dire qu'en moyenne, une thèse va durer entre 3 et 5 ans, hein. C'est la moyenne que l'on constate. Alors, une fois que on a soutenu sa thèse, eh bien, on est docteur en droit. Et être docteur en droit, ouvre les portes notamment de l'enseignement universitaire. On peut ensuite se faire qualifier sa thèse par le Comité national des universités et enseigner en tant que maître de conférence à l'université. Et puis, cette thèse de doctorat donne également, enfin, ouvre également la porte à un concours très prestigieux qui s'appelle l'agrégation et qui est une sorte de Graal pour les juristes. C'est sans doute le concours le plus difficile dans toutes les études de droit et qui permet donc d'être professeur agrégé des universités et dès l'année prochaine, eh bien, vous aurez des professeurs agrégés qui vous dispenseront des cours à l'université. Là aussi, j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc voilà comment, schématiquement, hein, se présentent les études de droit. Une licence en 3 ans, un master en 2 ans, et ensuite un doctorat, on va dire, en plusieurs années. Si je Euh, peux me permettre, Mathieu, Bien sûr. je voulais juste ajouter quelque chose. Ça peut être intéressant pour certains. Alors, ce serait que pour le master, pour la licence, il ne me semble pas que ça existe pour l'instant. Mais de plus en plus de masters sont ouverts à l'alternance, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, Donc, c'est très intéressant pour certains étudiants qui veulent un peu avoir déjà un pied dans la profession. C'est vrai que ça se faisait pas avant et maintenant, de plus en plus de masters le font. C'est important de le savoir, je pense. ça se développe et on a notamment pas mal de masters en alternance avec des services juridiques d'entreprise. Ça se fait de plus en plus. Ou alors une alternance en cabinet d'avocat. Euh, donc voilà, voilà schématiquement. Mais on va revenir, on va développer un petit peu cette organisation des études de droit. Alors, je continue à admettre du monde.
dans la salle. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je poursuis. Euh, Durant ces études de droit, vous allez d'abord apprendre beaucoup de matières comme le droit civil, le droit constitutionnel, dont j'ai parlé rapidement dès la première année, le droit pénal, le droit administratif, le droit des affaires, et puis des matières parajuridiques comme les problèmes économiques contemporains, ou encore la culture générale, ou encore des langues étrangères, ou encore des matières comme relations internationales. Alors, ici, l'idée n'est pas de développer chacune de ces matières pour vous expliquer ce que c'est que le droit civil, le droit constitutionnel, le droit pénal, etc. C'est simplement pour que vous ayez conscience que euh, le droit est absolument protéiforme. Et quand on est un juriste, on est juriste spécialisé dans un domaine. Si vous voulez, ce que vous allez assez rapidement expérimenter, c'est moi ce que j'expérimente depuis maintenant une trentaine d'années, c'est ah, t'es juriste, alors attends, moi j'ai une question. Il m'est arrivé il y a 2 semaines, attends, un truc incroyable, et alors il vous pose une question hyper pointue en droit des assurances, mais vous, le droit des assurances, vous n'y connaissez rien. Alors vous dites, non, mais je suis, en fait, je peux pas, je sais pas, je peux pas te répondre. Mais quoi? T'es juriste? Bah oui, et tu sais pas répondre, c'est vachement facile, ça doit arriver tous les jours, ce genre de problème. Bah peut-être que ça arrive tous les jours, mais il faut vous adresser à un juriste hyper spécialisé en droit des assurances pour répondre à cette question. Donc, en fait, le droit, c'est vraiment extrêmement large. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que les années d'apprentissage sont construites un peu en entonnoir. Donc, d'abord, on apprend un peu de tout pour, justement, pour faire une sélection, faire un choix, et puis ça se resserre petit à petit. Et le Master 2, c'est vraiment l'année où on va se spécialiser. Et à la sortie du Master 2, on aura un Master 2 en droit des affaires, en droit du travail, en droit international privé, en droit public des biens, etc., etc. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses durant ces études de droit. Alors, je continue d'admettre du monde qui arrive, et donc je poursuis. Vous allez également, durant ces études de droit, avoir une tête bien faite. Une tête bien faite parce que on va vous apprendre des méthodes de travail. On va vous apprendre des méthodes de raisonnement. On va vous apprendre également à avoir un esprit de synthèse. Le juriste, c'est quelqu'un qui peut être concis, qui arrive à être concis, donc qui maîtrise le vocabulaire, notamment le vocabulaire juridique, pour pouvoir être concis. Donc, le vocabulaire, c'est un point qui est extrêmement important quand on fait des études de droit. On va vous apprendre également des techniques rédactionnelles ou vous apprendre l'art oratoire, puisque vous avez beaucoup de métiers dans le droit qui nécessitent de vous exprimer oralement, de parler. Évidemment, on pense tout de suite à l'avocat, mais ce n'est pas seulement la seule profession où on doit prendre la parole. Je veux dire, quand on est un notaire, par exemple, eh bien, il faut prendre la parole devant ses clients et il faut pouvoir, on va dire, être suffisamment clair pour expliquer à des non-juristes quelque chose d'assez technique en droit. Donc, il faut maîtriser aussi l'art oratoire et il faut également avoir une capacité d'adaptation quand on est étudiant en droit, parce que vous allez voir que dans ce que je vais vous expliquer ce soir, eh bien, la vie d'un étudiant en droit est assez, voire même très différente, ou voire même n'a pas grand-chose à voir avec la vie d'un lycéen. Donc, il va falloir vous adapter. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, quelque chose qu'on retrouve en fait chez les étudiants qui sont à l'université, notamment qui font des études de droit, par rapport à ceux qui vont en prépa, euh, voilà, et qui vont rester dans un moule qui ressemble beaucoup à ce qu'ils ont connu en terminale. Et bien, quand on doit faire des études de droit, on va devoir s'adapter, et ça, c'est, on va dire, un soft skills qui est très intéressant ensuite sur le marché du travail. Alors, juste quelques mots de ces différents éléments. Les méthodes de travail, elles vont être un peu différentes et il va falloir que vous vous adaptiez là aussi de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que vous allez avoir énormément de travail personnel. Là aussi, c'est un point sur lequel je vais revenir ultérieurement. Beaucoup de travail personnel et beaucoup de temps libre.
ce qui est évidemment un piège. Quand on fait les études de droit, on a peu de cours par rapport à ce qu'on avait en terminale, donc on a beaucoup de temps libre. Mais ce temps libre, il doit être impérativement consacré, alors pas à 100%, voilà, on ne va pas jouer les pères fouettards ce soir, mais une immense partie quand même de ce temps libre doit être consacré au travail personnel. Et donc, il faut acquérir des méthodes de travail. Et puis, j'inclus dans ces méthodes de travail aussi des méthodes de prise de notes. Vous voyez, parce que la prise de notes à la fac, c'est très différent de ce que vous avez connu au lycée, où on vous fait un petit peu la dictée, on vous répète deux fois les phrases pour que les notes soient bien prises. À la fac, les profs vont parler aussi vite que ce que je fais ce soir, et si vous n'êtes pas capable de suivre, eh bien, tant pis. De toutes les manières, le prof ne peut pas voir que vous ne suivez pas. Vous êtes plusieurs centaines dans un même amphi au moment où il délivre son cours, et si vous avez décroché, eh ben, tant pis, il faudra vous raccrocher comme vous pouvez, voire vous raccrocher au cours suivant. Donc là, il faut voilà, acquérir des méthodes de travail. Et puis, vous allez apprendre des méthodes de raisonnement. Ça, c'est très, très intéressant avec les études de droit. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement, comment dire, faire de vous une tête bien pleine. On va vous apprendre à réfléchir, à raisonner. Et ça, c'est très important plus tard pour votre vie, puisque ça vous permet d'être convaincant. Et en réalité, ces méthodes de raisonnement, vous pouvez les appliquer à n'importe quel domaine par la suite. Cela vous permet d'être convaincant et donc bah, d'emporter votre auditoire et être convaincant dans la vie. Dans le fond, eh bien, c'est aujourd'hui et encore plus demain une qualité qui sera absolument indispensable. Clara, tu voulais rebondir, non? Oui, juste pour ajouter par rapport à ce que Mathieu vient de dire, que la première année de licence de droit peut faire peur puisqu'on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas forcément les nouveaux étudiants. C'est grand, c'est vaste, il y a énormément de monde, il y a énormément de cours différents. Et au-delà d'avoir une méthode de travail, une méthode de raisonnement, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut être autonome. Ouais. Il faut comprendre que on arrive dans un endroit où on n'aura plus derrière nous les professeurs qui vont nous imposer de rendre un devoir ou nous imposer de faire du travail personnel. Ce sera à l'étudiant de le faire de lui-même. Mm. Donc, ce que je conseille en général, c'est de bien s'entourer, de faire des petits groupes de travail pour pas se sentir trop seul dans un environnement qu'on connaît pas, du moins au début. Et puis après, la méthode de travail viendra progressivement. On apprend tous de nos erreurs. On sait au fur et à mesure des mois comment travailler et comment s'adapter à la vie de la fac qui est tout à fait nouvelle pour des étudiants qui viennent d'arriver sur les bancs de la fac. Et alors, c'est à cet égard que c'est rassurant, ou en tout cas, ça rassure beaucoup d'étudiants d'être en prépa de droit parce que ça leur apprend cette autonomie, mais de manière plus, on va dire, douce, puisqu'ils sont un peu cadrés, voire même, en fait, c'est notre travail, hein, c'est de les cadrer, c'est de mettre des profs derrière eux pour vérifier que le travail est bien fait. Et quand nos étudiants sont un peu perdus, eh bien, ils ont toujours la messagerie pour pouvoir poser des questions et voilà, se faire accompagner par les profs. Et c'est pour ça que voilà, les prépas de droit se développent d'année en année et que ça, voilà, c'est un phénomène qui grossit parce que ça a prouvé son efficacité depuis bah, le CFJ existe par exemple, donc le Centre de formation juridique, qui a notamment cette marque, Mission Droit que je dirige, existe depuis 2003. Vous voyez, donc, voilà. Et nous, on est arrivé sur le marché où c'était encore un balbutiant. Voilà, ça fait maintenant une vingtaine d'années que c'est en train de se développer et on a de plus en plus d'étudiants voilà, chaque année qui s'inscrivent parce que c'est rassurant. Euh, Quelques mots sur les débouchés du droit. Vous avez évidemment les débouchés auxquels on pense au départ, sont les métiers, on va dire, juridiques comme avocat, magistrat, magistrat judiciaire et magistrat administratif, hein. Ce sont deux professions qui sont différentes.
profession de notaire, de commissaire de justice. Alors, commissaire de justice, c'est peut-être un terme que vous ne connaissez pas encore très bien parce que, en fait, c'est une nouvelle profession qui fusionne deux anciennes professions qui étaient huissier de justice et commissaire-priseur. Aujourd'hui, il n'y a plus d'huissier de justice et de commissaire-priseur, nous avons des commissaires de justice. Greffiers, juristes d'entreprise, enseignants. Alors, pour ces différents métiers, évidemment, il faut avoir des diplômes. Par exemple, Clara, tu prépares le diplôme du CRFPA pour devenir avocat et le concours de l'ENM, de l'École nationale de la magistrature, pour devenir magistrat de l'ordre judiciaire. Parce que magistrat administratif, c'est encore un autre concours. Et si je prends l'exemple de l'avocature, eh bien, il faut avoir minimum un Master 1 pour pouvoir passer cet examen. Master 2, aujourd'hui, est encore facultatif. Il y a une réforme dans les tuyaux pour rendre obligatoire le Master 2 avant de le passer, mais aujourd'hui, c'est encore facultatif. Et puis ensuite, eh bien, on se prépare à l'examen du CRFPA. Et puis, si on est reçu à cet examen, on a ensuite 18 mois d'école avant de passer un autre examen qui s'appelle le CAPA et qui permet ensuite de prêter serment et de devenir avocat. Si on prend l'exemple de la magistrature, donc pour le NM, les conditions enfin, à l'entrée sont à peu près similaires, voire totalement similaires, puisque on va avoir besoin d'un Master 1 minimum, le Master 2 est facultatif, et puis c'est également à l'IEJ que l'on peut préparer le concours de l'ENM. Alors, on peut également préparer le concours de l'ENM dans les IEP, hein, les instituts d'études politiques, comme par exemple Sciences Po Paris, hein, qui est de l'IEP de Paris. Et moi notamment, donc, j'interviens dans un séminaire dans le cadre d'un master carrière judiciaire et juridique, et mes étudiants sont pour la plupart de futurs candidats, enfin des candidats à ce concours de l'ENM, qui est un concours très, très relevé. Comment ça se passe, Clara, tes révisions pour l'ENM qui va arriver au mois de juin avant l'examen du CRFPA au mois de septembre? C'est ça, exactement. Donc là, la magistrature, le concours d'entrée, c'est dans 2 mois tout pile. Et c'est beaucoup plus généraliste pour faire une petite comparaison avec le CRFPA ou le barreau, peut-être que certains connaissent sous cette dénomination. Et voilà, c'est beaucoup de travail, mais c'est énormément de culture juridique et judiciaire acquise durant toute la préparation. Effectivement, on prépare avec l'IEJ, avec l'IEP ou avec une prépa privée. Et c'est très intéressant, très formateur. Et tout ce qu'on aura vu en fait durant notre scolarité, que ce soit en licence ou en master, est essentiel pour préparer enfin, que ce soit le concours de la magistrature ou même le CRFPA. J'en profite pour dire que c'est la même chose pour les autres concours administratifs, que ce soit la fonction publique de manière générale, les IRA, ou Tout même à les fait. concours de greffier. Tout ce qui est acquis pendant la licence et le master, c'est primordial, essentiel même. Voilà, tout à fait. Et les différents concours hein, qui permettent d'accéder aux différents métiers de droit sont pour la plupart des concours qui sont très, très relevés. On peut aussi citer par exemple le concours pour devenir commissaire de justice, qui est un concours, commissaire, pardon, commissaire de police, qui est un concours qui est très relevé. Généralement, les candidats au concours de l'ENM sont également candidats au concours de commissaire de police. Ils le préparent dans le même temps. Donc voilà, il y a beaucoup de débouchés dans les études de droit. Parfois, il y a même des formations, des doubles formations, comme par exemple pour commissaire de justice, puisque commissaire de justice, c'est encore une fois le mariage de l'huissier de justice, donc un juriste, avec commissaire-priseur qui est plutôt un spécialiste donc, de l'histoire de l'art. Et donc, on a un métier ici qui nécessite d'avoir fait des études de droit et des études d'histoire de l'art. Donc, on a beaucoup de possibilités différentes, de combinaisons différentes quand on fait des études de droit.
Euh, Au-delà des métiers du droit, on a les métiers parajuridiques. Alors, je parlais rapidement de commissaire de police, on a éditeur juridique, commissaire-priseur. Si on veut se spécialiser uniquement commissaire-priseur, c'est encore possible, mais c'est plutôt commissaire de justice aujourd'hui. Voilà, directeur des ressources humaines, attaché parlementaire, diplomate. Et on a des débouchés également dans les métiers extra-juridiques. euh, la banque, l'assurance, le journalisme, l'entrepreneuriat, le sport, la politique. Tout ça pour vous montrer, si vous voulez, que les études de droit, ça mène à peu près à tout. Et c'est ça qui est formidable avec ces études, c'est que si vous ne savez pas encore quel est le métier que vous voulez faire, eh bien, les études de droit sont des études qui sont extrêmement formatrices et qui vous permettront de, un peu, j'ai envie de dire, de découvrir le monde et ensuite de vous spécialiser dans le domaine que vous aurez rencontré sur votre chemin par hasard. Et les études de droit vous permettront d'emprunter ce chemin. Alors, ça ne vous permettra pas de devenir mathématicien, hein, on est d'accord, mais ça vous permet de faire à peu près tous les métiers, on va dire, dans ce qu'on appelle en terminale les humanités. Et notamment, on a pas mal de journalistes hein, qui ont fait des études de droit. On a également des hommes politiques hein, qui ont fait des études de droit. On a plusieurs présidents de la République qui ont été avocats et donc qui ont fait des études de droit. François Mitterrand, Nicolas Sarkozy. On a des ministres aussi, voilà, Jack Lang. Euh, Roland Dumas, bref, Robert Badinter, qui était ministre, mais qui est avant tout un avocat et qui nous a quittés cette année. Peut-être que vous en avez entendu parler. Voilà, donc les études de droit mènent à beaucoup, beaucoup de métiers différents. Et pourquoi? Parce que, bah, encore une fois, comme je vous l'ai dit, euh, cela ne va pas vous permettre seulement d'avoir une tête bien pleine, cela va vous permettre en fait d'avoir une tête bien faite. Et donc, parce que vous avez cette tête bien faite, vous pouvez ensuite basculer sur beaucoup de métiers différents. Alors, pardon, je reviens en arrière. Voilà. Pour cette première partie, si vous avez des questions sur ces généralités des études de droit, sur ce que je vous expliquais, n'hésitez pas. Je vous laisse peut-être une seconde. Prenez la parole, écrivez des messages. Il ne faut pas hésiter à intervenir, parce que je suis du genre à parler beaucoup, hein, donc voilà, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur ou que ça vous empêche de prendre la parole. N'hésitez pas à me couper la parole. Nous pouvons prendre la prépa tardivement, c'est-à-dire en juillet. Alors, oui, c'est possible, évidemment. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une prépa, c'est pas la fac. Donc, il n'y a pas de deadline, si vous voulez, pour s'inscrire. Et une prépa ne va pas vous délivrer de diplôme. Nous, on accompagne les étudiants qui sont inscrits à la fac. Donc, autant vous avez une date limite pour vous inscrire à la fac, autant une prépa, c'est un organisme qui est complètement privé, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'à la veille du début du stage. Vous pouvez même, si vous voulez, vous inscrire en cours de stage, on devrait pouvoir vous admettre, rien ne l'interdit. Maintenant, c'est un peu dommage, évidemment, de vous inscrire au milieu d'un stage, mais oui, c'est tout à fait possible de vous inscrire en juillet. Alors ensuite, généralement, les prépas, c'est le cas fait chez nous, on a des périodes de, de promotion, donc ça peut parfois inciter à s'inscrire à telle ou telle période. Mais voilà, il y a pas de date limite. C'est à partir de la licence 2, me demande Eb, euh, que nous devons choisir des spécialités. Alors, jusqu'à effectivement la licence 2, on va revenir là-dessus, Eb. Mais effectivement, jusqu'à la fin de la deuxième année de licence, les matières sont plus ou moins imposées, si vous voulez. On a un tronc commun qui est très important. Et à la fin de la licence 2, quand on entre en licence 3, là, on a des parcours qui sont très différents. Et d'un étudiant à l'autre, on va avoir effectivement des profils qui vont se dessiner, qui sont très, très différents. C'est juste que donc, à la fin de la deuxième année qu'on fait à peu près la même chose. Pouvez-vous nous indiquer les métiers juridiques en rapport avec l'audiovisuel? Bien, avec l'audiovisuel, c'est surtout le journalisme hein, auquel les études de droit vont permettre d'arriver. Euh, Maintenant, si vous êtes vraiment, vous voulez vous intéresser à l'audiovisuel,
vous n'allez pas en faire au cours de vos études de droit. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous apprendre la technique de l'audiovisuel. En revanche, si par exemple vous voulez créer une entreprise pour faire de l'audiovisuel, les études de droit, c'est tout à fait approprié parce que notamment les études de droit mènent vers l'entrepreneuriat. Comment se passe le début d'année en licence? Alors ça, c'est vraiment Yacine, le sujet de la deuxième partie. Donc je vais répondre à votre question en détail, rassurez-vous. Les facs de droit acceptent facilement sur Parcoursup, Nanterre, UPEC, etc., en ayant un bon dossier, mais non plus excellent. Alors, euh, HJR, je ne sais pas quel est le prénom, donc HIR pour vous répondre. Euh, on a un peu de tout. On a des facs qui demandent des dossiers très, on va dire, très qualitatifs, comme l'université de, je pense par exemple à Paris 2, Panthéon-Assas, ou encore à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis, on a des facs. Alors, Nanterre, UPEC, ça reste quand même d'excellentes facs et il faut quand même avoir encore, on va dire, de bons dossiers. Moi, ce que je vous conseille, si c'est le sens de votre question, je vous conseille de viser large dans vos choix sur Parcoursup. Ne vous limitez pas aux seules facs parisiennes. Il faut si vous pensez que votre dossier n'est pas excellentissime, il faut vous donner la possibilité de faire des études de droit. Et il y a des facs on va dire, en dehors de la région parisienne qui sont également d'excellentes facs. Et il ne faut pas vous en priver. Ensuite, vous avez tellement de possibilités sur Parcoursup, de choix possibles, j'ai envie de dire, que voilà, ce serait dommage de ne pas exploiter toutes ces possibilités. Et puis ensuite, bien, vous verrez bien, vous verrez bien là où vous êtes pris. Bonsoir, j'aimerais devenir gendarme dans la police judiciaire et c'était pour savoir si c'était bien le droit public qu'il fallait que je fasse pour ma spécialisation. Alors non, non Jenny. Si vous voulez entrer dans la police judiciaire, ce sera plutôt du droit privé et même complètement en fait du droit privé et vous allez surtout faire beaucoup de droit pénal et de procédure pénale. Et le droit pénal et la procédure pénale, ça pourrait se discuter, ça se discute d'ailleurs, mais sont rattachés à la branche du droit privé. Bonsoir, pouvez-vous un peu parler de la différence entre le droit international chez Sciences Po et le droit international dans une fac de droit? C'est la même matière, hein, ce sera la même matière, simplement Sciences Po est une université avec un statut un peu particulier qui est semi-privé et qui a certaines donc, libertés dans son organisation et dans ses conditions d'admission par rapport à une fac complètement publique. Ensuite, les matières qui y sont enseignées sont les mêmes. Si c'est du droit international, voilà, ce sera encore une fois la même chose, que ce soit à Sciences Po ou dans une fac publique. Ensuite, il y a Nessam qui me demande, je veux me diriger vers un métier dans le secteur de l'humanitaire, mais j'hésite entre une licence de droit, de sciences politiques ou de sociologie. Alors, dans l'humanitaire, j'ai envie de dire qu'il y a là aussi plusieurs possibilités, Nessam. Le droit, c'est l'une des possibilités, mais effectivement, on va dire que les sciences politiques sont aussi une deuxième fois tout à fait possible et intéressante. Je dirais en troisième la sociologie, voilà, mais et donc en premier le droit et les sciences politiques. Et je pense de ce point de vue-là quand même que le droit est probablement la filière la plus intéressante pour vous, et notamment ce sera ici le droit international public pour faire de l'humanitaire. Voilà. Pierre, bonsoir, est-il possible d'intégrer le master d'un IEP après une licence de droit? Si oui, est-ce que le prestige d'une fac importe beaucoup? Alors, oui, la réponse est oui, on peut intégrer effectivement un master après un IEP
après une licence en droit, j'ai, moi dans ma classe notamment, à Sciences Po Paris, des étudiants qui viennent d'Assas et qui ont une licence de droit à Assas. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, est-ce que le prestige de la fac importe? C'est pas tant le prestige de la fac qui importe que votre parcours et les notes que vous aurez obtenues. Parce qu'encore une fois, eh bien, vous êtes sélectionné sur dossier. Alors, bien sûr, on va dire que le dossier ne sera pas le même si vous venez de Panthéon-Assas ou si vous venez de la fac de Dijon, par exemple. Mais j'ai des étudiants qui viennent de fac en dehors de Paris et qui sont aujourd'hui à Sciences Po Paris. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas tant le prestige de la fac qui importe que la qualité de votre dossier. Soubiel qui demande, bonjour, est-ce que pour une double licence, il faut aussi se spécialiser en L3 ou le programme reste plutôt général? Alors, la difficulté de la double licence, sous Biel, c'est que c'est véritablement une double licence. Donc, ça va être la même licence que pour les autres étudiants. Donc, c'est à partir de la L3 que vous allez véritablement vous spécialiser. Mais vous aurez on va dire, un planning un peu adapté pour pouvoir faire cette double licence. Mais le programme, il est le même. Hein, il est le même. C'est pas la moitié d'une licence plus la moitié d'une autre licence. Euh, alors, autre question, vous êtes très bavard ce soir, c'est formidable, j'ai plein de questions. Est-ce que Clara peut nous indiquer quel niveau elle avait en terminale, moyenne générale, méthode de travail? Ça, c'est une question intéressante, effectivement, parce que je pense que c'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Et juste avant que Clara ne vous réponde, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas vous auto-censurer. D'accord? Pas d'auto-censure. Si vous décrochez votre bac avec une bonne moyenne, ou même, enfin voilà, quelle que soit votre moyenne d'ailleurs, et que vous êtes pris sur Parcoursup dans une fac de droit, vous y avez votre place. Vous êtes légitime et vous pouvez faire d'excellentes études de droit en ayant été un lycéen moyen. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est très intéressant, c'est que à la fac de droit, d'une certaine manière, les cartes sont un peu rebattues. Bon, mais Clara, je te laisse répondre. T'étais quelle lycéenne, toi? Alors moi, j'étais, effectivement, je pense que ça va en rassurer certains d'entre vous, j'étais la lycéenne moyenne. J'ai pas excellé sur l'année du bac, mais ce que j'ai fait, c'est que j'avais l'option, je sais pas si ça existe encore, l'option droit à l'époque, qui m'avait passionnée et c'est ce qui m'avait d'ailleurs donné envie de poursuivre dans cette voie. Et à l'époque, c'était pas Parcoursup, c'était quelque chose, une plateforme avant, qui avait indiqué par rapport à mon parcours que je n'avais pas le profil pour intégrer une fac de droit. Et regardez où j'en suis aujourd'hui, avec un bac plus 5, je prépare le concours de la magistrature et le barreau, donc je pense que Le concours de la magistrature, qui est l'un des concours les plus relevés dans les études de droit. Donc, ce que prépare Clara, effectivement, c'est d'un très haut niveau. Voilà. effectivement. Donc finalement, il ne faut pas toujours écouter ce qu'on nous dit. Il n'y a pas de profil type pour intégrer une fac de droit, bien au contraire. Tout est une question de motivation, détermination et d'intérêt en fait pour la matière. C'est ça qui vous fera aller, je pense, tous très loin. Et c'est effectivement, c'est très intéressant. Et ce que tu dis, euh, ce que vous pouvez vous dire, c'est que quelle que soit votre appétence au départ pour une matière, euh, vous pouvez partir du principe que tout est absolument passionnant en droit. Et notamment, il y a des matières que moi j'avais en tant qu'étudiant abordées avec les cas de fer, en me disant que ça allait pas me plaire. Je pense notamment au droit administratif des biens, parce que j'étais plutôt privatiste. Et je me suis pris d'amour pour cette matière, mais tardivement, juste avant de passer les partiels, parce que j'ai été contraint et forcé de travailler sur cette matière et j'ai découvert que cette matière était absolument passionnante. Alors que pendant tout le semestre, j'étais parti de l'idée que c'était pas intéressant. Et en fait, quand on s'intéresse à une matière, on en comprend toute la beauté, toute l'intelligence de ces règles qui ont été façonnées année après année, pendant des siècles même,
voilà, pour parvenir à une organisation entre les êtres humains, puisque finalement c'est cela, hein, le droit. C'est comment on va organiser la société pour que eh bien, les rapports entre les individus soient apaisés voilà, et permettent à la société d'être prospère et une société dans laquelle les gens sont heureux. Donc c'est absolument passionnant. Alors, y a-t-il beaucoup de personnes qui redoublent la L1? Oui, j'ai envie de dire malheureusement. Oui, il y a beaucoup de personnes qui redoublent la L1. À peu près, les chiffres actuels, on est à peu près à euh, 50-60% de personnes qui redoublent ça L1. Donc, à l'inverse, 40% à peu près, entre 40 et 50%, hein, d'étudiants qui passent la L1. Ensuite, il ne faut pas que ce soit un chiffre qui fasse vraiment peur, parce que comme le disait Clara, avec de la détermination, vous y arriverez. Si vous êtes en prépa, vous y arriverez encore plus. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un booster d'être en prépa. Donc, il existe, si vous voulez, des solutions. Et dans ces 40 à 50%, eh bien, il y en a pas mal, si vous voulez, qui ne se présentent même pas à l'examen, hein, au partiel, parce qu'en réalité, ils ont décroché. Donc, ce n'est pas un vrai 40-50%. Mais ça reste quand même une filière sélective et il y a un gap. Je ne vais pas vous mentir, il y a un vrai gap entre le niveau qu'on attend de vous pour avoir le bac et le niveau qu'on attend de vous pour valider ça. Il y a un vrai gap. Voilà. Et c'est pourquoi souvent, en fait, on a besoin d'un booster comme une prépa pour, en quelque sorte, se mettre à niveau, si vous voulez. Mais il faut, voilà, la première année, elle est difficile même, enfin, même les autres années, mais la première année, elle est particulièrement difficile parce qu'il y a un peu comme ce rattrapage à faire, si vous voulez. Voilà, il faut raccrocher les wagons. Quand vous entrez en L1, en fait, les profs autour de vous vont considérer que bah, vous êtes censé déjà savoir un peu faire un cas pratique, un commentaire d'arrêt. Ils vont à peine vous expliquer et c'est à vous de vous débrouiller. Bon, bah, il faut courir très vite au début, hein, et puis ensuite, une fois que, on a bien souffert en L1, bon, on a ces acquis qui fait que la L2, la L3, il y a encore beaucoup de travail, mais euh, voilà, on a comblé le retard et donc ça se passe généralement un peu mieux, même si ça reste encore une fois des études difficiles bah, faites toutes les années. Alors j'ai compris que on doit s'inscrire en fac et à la prépa, c'est juste pour aider à côté. Oui, la prépa, c'est juste pour aider à côté de la fac, hein, c'est pas obligatoire. Euh, et où on fait une prépa avant la L1 à la fac de droit. Non. Alors, si vous voulez, nous, par exemple, à Mission Droit, on organise des stages de pré-rentrée. Donc ça se passe à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. C'est donc avant l'entrée à la fac de droit. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça permet de prendre un peu d'avance, de se rassurer, de démarrer son année, on va dire, sur de bonnes bases, en étant rassuré et en ayant déjà quelques réflexes, quelques méthodes de travail, méthodes de raisonnement et puis quelques connaissances. Et donc, ça permet de commencer déjà, si vous voulez, avant d'entrer à la fac, de combler le retard dont je vous parlais. Et ensuite, eh bien, on accompagne nos étudiants tout au long de l'année, hein. Donc, c'est pas avant l'année qu'il faut faire une prépa. C'est pas comme une prépa Sciences Po, si vous voulez. Voilà. Prépa Sciences Po, si vous avez des copains peut-être qui sont en prépa Sciences Po, ils font ça en parallèle de leur terminale. La prépa de droit, c'est pas en parallèle de la terminale, c'est pendant les études de droit. Alors, allez-vous aborder le sujet de double licence, des doubles licences? On peut aborder le sujet des doubles licences. C'est pas le cœur, en fait, hein, mon propos ce soir, parce que c'est, on va dire, euh, une spécificité dans les études de droit. Et on n'a pas prévu de passer 4 heures ce soir ensemble, mais si vous avez des questions particulières sur la double licence, n'hésitez pas à les poser. On pourrait parler aussi des licences que l'on peut faire à l'étranger. Il y a beaucoup, on va dire, de fac qui développent justement ces études à l'étranger. C'est un peu le système de la double licence. En fait, on a un double diplôme étranger et un diplôme français. Mais voilà, si vous voulez, là, il me faudrait une question peut-être un peu plus précise sur la double licence, si vous voulez que je vous y réponde.
Autre question. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de messages. Je vais essayer d'y répondre. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, entre une licence de droit normal dans une université publique type Nanterre et une bi-licence droit, sciences politiques ou droit européen, mais à la Cato de Lille ou de Paris, que conseillez-vous pour faire les sciences politiques ou les relations internationales? Alors, pour faire des sciences politiques ou des relations internationales, moi, je conseille surtout de faire un IEP. Il y a Sciences Po, mais il y a aussi des IEP en province, à Bordeaux, par exemple, à Strasbourg, etc. hein. Ensuite, vous parlez de la Cato de Lille, ce qui est une très bonne université. Euh, euh, elle n'est pas publique, c'est privé, mais ça reste d'une très bonne facture. Vous avez un campus qui est à Issy-les-Moulineaux pour la Cato de Lille, et puis vous avez évidemment la Cato de Paris qui se trouve rue d'Assas. Mais voilà, moi je dirais plutôt que c'est dans un IEP que vous aurez le parcours le plus complet sur ces matières-là. Pouvez-vous indiquer les métiers juridiques en rapport avec l'audiovisuel? Papapam. Alors, voilà, ok, donc là il y a des réponses. Ça me permet de passer pour la question suivante. Euh, voilà, qui intervient? J'ai vu, moi, passer, Mathieu, une question. Oui, je veux bien parce que Euh, ça va tellement vite que je peux C'était passer la à autre chose. question d'un. Alors, c'était sur le. En gros, je la vois plus. Voilà. J'ai une question pour Clara. Est-ce que la vie sociale et la vie étudiante est bien ou vraiment doit-on travailler tout le temps et ne plus sortir? Clara, Alors, je ça c'est un vais. point, on va l'aborder à la fin de la réunion. D'accord. Bon, bah, on D'accord? Donc, l'abordera plus tard. ouais, super. On remet à plus loin. Juste, on termine les questions sur cette première partie. Devenir diplomate, pensez-vous qu'il serait préférable de tourner vers une licence de droit après le bac ou plutôt commencer à faire une prépa littéraire? Alors là aussi, les deux sont possibles, hein, vraiment. Les deux sont possibles. Je dirais que les études de droit, c'est, on va dire, peut-être plus complet. Il faudra en passer par là, de toutes les manières. Vous pouvez commencer par une prépa littéraire, mais je dirais que vous devrez en passer par des études de droit et notamment de droit international public. Donc, euh, voilà, pour essayer d'apporter une réponse la plus précise possible à votre question. Comment devient-on diplomate? En fait, il y a pas de diplôme pour devenir diplomate. Mais il faut, bah, encore une fois, comment dire, il n'y a pas de concours pour voilà, spécifique ou d'examen comme le CRFPA ou l'ENM. En revanche, il faut être fonctionnaire. Donc, en fait, il faut faire les concours de la fonction publique pour accéder au grade qui permet ensuite d'être diplomate. Et puis ensuite, on est nommé. Donc, c'est un petit peu particulier. J'ai une question pour Clara. Alors, ok, donc ça, on y répondra tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler des prépas D1? Alors, effectivement, vite fait, Alexis, les prépas D1 sont d'excellentes formations en droit qui sont dispensées dans certains établissements. Je pense par exemple à l'ENC Blomet qui propose une D1 et qui a cet avantage que si on... Alors, les prépas D1, pour ceux qui ne connaissent pas, ça prépare aussi bien aux études de droit que aux études normales supérieures. Donc, ça permet d'intégrer ensuite un ES, un ENS, École normale supérieure. L'avantage, c'est que si on n'est pas pris à normal, on peut accéder ensuite directement à la deuxième année de licence en droit. Et il y a des partenariats qui se font, par exemple, la D1 de Blomet est en partenariat avec Assas, ce qui fait que quand on n'est pas pris à l'ENS à la fin de sa D1, ou alors si on arrête la D1 à la fin de la première année, on a une passerelle qui permet d'accéder directement à la deuxième année et c'est très formateur. On travaille beaucoup avec la D1. Mais voilà, si vous voulez mon avis, je conseille, si vous pouvez être pris dans une D1, c'est vraiment le top. Que pouvez-vous nous dire par rapport à la licence de droit de Paris-Sorbonne en distanciel? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile qu'en présentiel? Alors, c'est pas plus difficile, je dirais que c'est même peut-être un peu plus facile.
parce qu'on a un public qui se compose de beaucoup en fait, d'étudiants qui sont en réorientation professionnelle et qui sont des étudiants un peu plus âgés. Alors, c'est pas pour ça que c'est tellement plus facile, c'est que en réalité, ce sont des étudiants qui sont un peu sortis du système universitaire et qui ont, on va dire, une technique un peu moins, on va dire, aiguisée qu'un étudiant qui est en plein dans les études de droit. Donc, ce qui est plus difficile en revanche, c'est qu'on est en distanciel, donc voilà, ça exige plus d'autonomie encore par rapport à ce que l'on demande à un étudiant en droit. Euh, et Barama aussi, vous avez répondu. Ouais. En fait, dans mon cas, c'est parce que je suis en terminale et juste D'accord. je réside au nord de la France. Oui, Mais je vais tout de même rejoindre l'université Paris 1 Sorbonne. oui. Mais j'ai peur que ce soit vraiment difficile parce que les gens disent que on n'a même pas d'emploi du temps, on n'a pas de TD, on n'a pas de choses comme ça. Alors, vous avez plusieurs universités hein, qui proposent comment dire, des licences en distanciel. Paris 1 propose effectivement. Alors, c'est vrai que j'ai entendu ces dernières années quelques critiques sur ce que proposait Paris 1. C'était très bien il y a quelques années. Et visiblement, il y a un peu une perte en qualité, avec des problèmes d'organisation surtout, hein. Maintenant, les cours que vous avez sont dispensés par les mêmes professeurs, c'est le même corps professoral, c'est vous qui vous dispensez les cours. Donc la qualité des cours reste excellente. Mais s'agissant de l'organisation, apparemment, c'est effectivement un peu compliqué à Paris 1. Vous avez également Paris 2 qui propose du distanciel, ça s'appelle Agorasas. Vous avez également la fac de Grenoble qui propose du distanciel. Donc, renseignez-vous parce qu'il n'y a pas que Paris 1, hein. Voilà. Maintenant, sur le niveau d'exigence que on vous demandera d'avoir pour valider vos examens, vos partiels, c'est pas plus relevé qu'une licence normale, hein. Les examens seront similaires à ce qu'aurait un étudiant en présentiel, mais encore une fois, vous serez corrigé dans un tas de copies dont le niveau est un peu inférieur à ce que l'on a avec des étudiants en présentiel. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, je continue d'admettre du monde. Euh, voilà, Clara qui pose une question, Fanny y a répondu, donc je peux passer. Alicia, bonjour. Voilà, Fanny y répond également. Euh, Voilà, je fais un petit tour pour voir si on a répondu à toutes Mathieu, les questions. on me Oui. demande de parler de la méthodologie de travail. Est-ce que tu veux que je l'aborde maintenant ou plus tard? Non, on peut en parler un peu plus tard, effectivement, dans un instant. Ok. Parce que, ouais, effectivement, une journée type de fac. Alors, ça me sert formidable. Merci, Maureen. Ça me sert de transition et ça me permet d'avancer. Ouf, on va pouvoir commencer cette deuxième partie à 19h31. Alors, il faut vraiment qu'on avance. Oui, une journée type à la fac. Comment ça se passe? Bon, euh, d'abord l'organisation des études et puis ensuite on va voir la vie d'un étudiant en droit. Ce que vous devez d'abord savoir sur l'organisation des études, c'est que l'année se découpe en semestres, non pas en trimestres. Ça, c'est un premier changement par rapport au lycée. Et donc le semestre, en principe, bien, vous en avez deux, mais ce n'est pas 2 fois 6 mois. Vous allez avoir en réalité 2 fois 3 mois à peu près, hein. 4 mois, disons. Euh, vous avez ensuite des matières fondamentales à l'université et puis des matières complémentaires. Donc voilà, ça c'est les trois idées, si vous voulez, que vous devez avoir en tête et sur lesquelles nous reviendrons. Alors ensuite, s'agissant de la vie de l'étudiant en droit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous allez devoir aller assister à des cours magistraux, aller en travaux dirigés, vous allez avoir beaucoup de travail personnel, comme je vous l'ai dit, et idéalement, vous allez faire du sport parce qu'il faut entretenir sa monture et rester en forme parce que vous allez voir que physiquement, il faut rester en forme pour faire des études de droit. Et puis, il faut continuer effectivement à avoir une vie sociale. Alors, quelques mots d'abord sur le semestre. Vous allez avoir un semestre 1 et un semestre 2.
Le premier semestre, il se déroule hein, à peu près, si vous voulez, d'une fac à l'autre. Il y a évidemment une périodicité qui est un peu différente, mais on parle de 15 jours près. Mais grosso modo, si vous voulez, c'est entre le mois de septembre et le mois de décembre. Alors parfois, dans certaines facs, ça va être plutôt fin septembre et jusqu'à début janvier. Mais en gros, la période, voilà, c'est septembre-décembre. Et pour le deuxième semestre, eh bien, le second semestre, c'est à peu près, hein, un peu au prou, entre le mois de janvier et le mois d'avril. Durant tout ce semestre, vous allez avoir des cours magistraux sur à peu près 12 semaines hein, en moyenne dans les universités. Et puis, vous allez avoir des travaux dirigés, mais qui vont commencer 2 semaines, généralement 2 semaines après le début des travaux dirigés. Donc, généralement, vous allez avoir 10 séances de travaux dirigés par semaine, par semestre, pardon, et par matière fondamentale. Je reviendrai sur le concept de matière fondamentale tout à l'heure. Et donc, à l'issue de ces cours, que ce soit cours magistraux ou travaux dirigés, vous allez devoir passer vos partiels. Donc, voilà comment, en gros, si vous voulez, se déroule l'année sur les 2 semestres. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des matières fondamentales et des matières complémentaires. S'agissant des matières fondamentales, tout d'abord. Matières fondamentales sont des matières dont les cours vont être dispensés dans des amphithéâtres et qu'on appelle donc des cours magistraux. Et à côté de ces cours magistraux, pour les matières fondamentales, vous allez avoir des travaux dirigés. Euh, le cours magistral, c'est donc un cours, vous allez avoir un amphi avec plusieurs centaines d'étudiants, comme vous le voyez sur cette photo. Il n'y a pas d'interaction avec le professeur qui vous donne cours. Et le professeur qui vous donne cours, c'est soit un maître de conférence, qui a donc une thèse de doctorat qui a été qualifiée par le CNU, soit un professeur agrégé des universités. Donc pas d'interaction, et généralement, c'est 3 fois 50 minutes par semaine par matière pour les matières fondamentales. Et puis, chaque semaine, pour ces matières fondamentales, vous allez avoir des travaux dirigés où, cette fois, vous allez vous retrouver en petits groupes dans une salle de classe donc, qui va être dirigée par un chargé de TD, qui est généralement un jeune étudiant en thèse et qui est souvent une thèse dirigée par le professeur qui donne le cours en amphi. Ce n'est pas une obligation, mais c'est souvent comme cela que, si vous voulez, les profs d'amphi constituent leur équipe de chargés de TD. Donc, en quelque sorte, si je devais faire un parallèle avec une entreprise, le professeur agrégé, c'est le patron. C'est lui qui décide de tout. Voilà. Et il se crée son équipe de chargés de TD, et c'est lui qui recrute ces chargés de TD. Et ce patron, eh bien, il va décider des thèmes que vous allez étudier en TD avec son équipe de chargés de TD pendant 10 semaines, pendant 10 séances de travaux dirigés. Et donc, d'un prof à l'autre, vous allez avoir des fiches de TD qui seront différentes. Si je prends l'exemple d'une fac comme Assas, où il y a beaucoup d'étudiants en L1, vous avez 3 équipes. Et ces 3 équipes qui vont être dirigées par des professeurs différents. Donc vous avez 3 professeurs, si je prends l'exemple de l'introduction au droit, qui est enseigné en L1 au premier semestre à Assas, vous allez avoir 3 professeurs qui vont dispenser 3 cours de l'introduction au droit différents et qui vont avoir 3 équipes de chargés de TD différents. Et les fiches qu'ils vont demander à leurs étudiants de travailler sont des fiches différentes. Donc, on n'a pas le même travail quand on est dans l'équipe 1, 2 ou 3. Et on n'aura pas non plus le même examen à la fin. Donc, chaque enseignant à l'université a ce qu'on appelle une liberté d'enseignement qui lui donne la liberté dans on va dire, le cadre quand même du programme de la matière. Un professeur d'introduction au droit ne peut pas s'amuser à faire du droit commercial. Ça doit rester de l'introduction au droit. Mais il a, à l'intérieur de cette matière, la liberté de développer plus ou moins telle ou telle thématique. Voilà. Donc, ah, mais alors Maureen, votre micro était ouvert. Bon, mais je crois que ça ne m'était pas adressé. J'ai pas eu ce sentiment en tout cas. Euh, donc voilà pour, si vous voulez, l'organisation des matières fondamentales.
Ces matières fondamentales vont être notées de la manière suivante. Vous allez avoir un contrôle continu et une note de partiel. Le contrôle continu, il va être constitué de plusieurs notes, une interrogation écrite qui arrive généralement à la quatrième séance de travaux dirigés, un devoir maison qui est relevé au cours du semestre par le chargé de TD et qui va être noté par le chargé de TD, un galop d'essai, là aussi, qui va être corrigé et noté par votre chargé de TD. Et ce galop d'essai, ça va être une sorte d'entraînement pour votre partiel, mais c'est un entraînement qui est noté. Et donc, c'est généralement un passage un peu douloureux pour les étudiants qui sont souvent très stressés à l'approche du galop d'essai. C'est une sorte de grande répétition générale de ce que sera le partiel. Et puis, vous avez ensuite une participation orale. Et cette participation orale est particulièrement importante puisque cela offre une, on va dire, marge de manœuvre au chargé de TD d'environ 2 points sur la moyenne. C'est-à-dire que si la somme de ces trois notes, interrogation écrite, devoir maison et galop d'essai, conduit à avoir une moyenne de contrôle continu de 9 sur 20. Le chargé de TD, s'il estime que vous avez beaucoup participé, que vous êtes un élément dynamique du TD, peut décider que votre note, ce sera 11 sur 20. Et donc, ça vous permet d'aborder le partiel, évidemment, de manière beaucoup plus sereine, puisque la note du partiel, c'est deux sujets au choix, mais une seule note, et c'est 50-50. Donc, si on a 11 sur 20, par exemple, à son TD, eh bien, on peut avoir 9 sur 20 au partiel et valider sa matière. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 11 au TD. Et c'est pour cela également que les prépas existent. C'est pour permettre aux étudiants, précisément, de partir avec des points d'avance et un maximum de points d'avance. Donc, ce que l'on vise, c'est le 13, le 14, le 15. Et là, ça permet vraiment d'aborder le partiel de manière beaucoup plus sereine. Et puis, on vous accompagne aussi, bien entendu, au moment de la préparation de ces partiels, puisque l'objectif, c'est aussi d'avoir une bonne note de partiel. Mais tout cela est une dynamique, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez réussi, en fait, déjà, on va dire, l'épreuve du contrôle continu et que vous êtes à peu près assuré par rapport aux notes que vous avez eues d'avoir une bonne note de contrôle continu, ben, vous êtes dans de très bonnes dispositions le jour du partiel et cette bonne disposition vous permet de performer. Donc tout cela est un cercle vertueux et justement, bah, c'est ce que l'on fait en prépa, c'est de vous mettre dans ce cercle vertueux. Clara, Non, ouais. tout est complet. Je peux peut-être en profiter pour dire justement équilibre vie sociale et vie étudiante. Justement, moi, grâce à la prépa, j'ai pu avoir une vie sociale parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Parce qu'effectivement, les bancs de la fac, surtout en première année, sont tellement remplis qu'il est difficile à ce moment-là, quand on arrive, de rencontrer du monde. Donc, grâce à la prépa, grâce au CFJ, j'ai rencontré des amis qui sont formidables, avec qui d'ailleurs j'ai pu beaucoup travailler et développer ma méthode de travail. Donc voilà, ça me permet de répondre à toutes les questions en même temps. Très important, le contrôle continu à ne pas du tout négliger. Ah non. Et, vraiment très important, la participation. Parce que les chargés de TD prennent en considération le fait que même si on n'a pas des super notes à l'écrit, si on participe à l'oral, ça peut nous rajouter un ou 2 points dans la moyenne de contrôle continu, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc, Hmm. j'insiste là-dessus. C'est particulièrement important et ce n'est pas aussi simple que cela, en fait, de participer parce que ce changement de décor, ce changement de rythme, tout cela est assez impressionnant. Enfin, il faut dire les choses en vérité. Quand on arrive dans un amphi et que, il y a plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers d'étudiants assis sur les bancs de la fac, il y a un côté assez impressionnant à l'université. Alors ensuite, on se retrouve en TD en plus petit groupe, on est 30 ou 40, mais on a l'impression, tout cela, si vous voulez, toute cette masse d'étudiants vous donne un peu parfois le sentiment d'être un numéro anonyme.
Et du coup, certains étudiants font un petit peu les petites souris. Voilà. Si on peut ne pas me remarquer, je préfère. Et donc, du coup, prendre la parole en TD, c'est pas quelque chose qui est forcément facile. Et donc, là aussi, pouvoir débriefer avec un prof de ce qui va se passer en TD et de se préparer en prépa avec, enfin, à ce qui va arriver en TD et sur le thème de la fiche de TD, ça aide beaucoup à prendre la parole et donc à avoir une bonne note de participation orale. Mais voilà, là aussi, je suis d'accord avec toi, Clara, la participation orale, elle est très importante. Les matières fondamentales, quelques exemples que vous allez avoir en première année, droit constitutionnel, introduction au droit, je vous en avais parlé. Ensuite, au deuxième semestre, on va avoir dans certaines facs du droit des personnes, du droit des biens. Dans d'autres facs, on va avoir du droit de la famille. Voilà pour quelques exemples de matières de L1. En L2, on va un tout petit peu se spécialiser. On va avoir du droit administratif, droit des contrats, responsabilité civile, du droit pénal. Et puis en L3, on va se spécialiser davantage. Et donc là, on a au choix droit des contrats spéciaux, droit des affaires, droit international privé, etc., etc. Donc là, on a beaucoup plus de possibilités. Alors Yacine, oui, tu demandes à Clara si elle a des méthodes pour la saisie des notes. Euh, alors, euh, Yacine, on va faire une conférence hein, là-dessus. Donc, je t'invite à rester connecté. J'organise dans les prochains mois d'autres conférences euh, pour parler justement hein, des méthodes de saisie. Mais ce soir, on ne va pas avoir le temps d'aborder cela. Pour être avocate, pour défendre les femmes battues, quelle spécialité prendre en L3? Femmes battues, droit pénal, évidemment, hein. Euh, donc, sans hésitation. Euh, si j'ai bien compris, on ne fait pas les matières d'un semestre à... Non, on ne fait pas les mêmes matières. Alors, même en droit constitutionnel, qui se déroule sur 2 semestres, donc on a du droit constitutionnel au premier semestre et du droit constitutionnel au second semestre, les thèmes abordés ne sont pas les mêmes, hein. Au premier semestre, on va surtout faire de l'histoire du droit constitutionnel et au second semestre, on va faire le droit constitutionnel de la Ve République. Bon. Protection de l'enfance, Yacine, droit pénal. Je pense que vous allez devenir une pénaliste, hein. Vous êtes intéressé surtout par les questions de droit pénal. Euh, voilà pour ce qui est voilà pour ce qui est de comment dire l'organisation des études et des matières. L'avis de l'étudiant en droit, donc je vous l'ai dit, c'est beaucoup de cours magistraux. Je continue à accepter les personnes. Euh, Faut-il y aller? Ne faut-il pas y aller? C'est une question que souvent beaucoup d'étudiants se posent. Évidemment, mon conseil, c'est d'y aller, surtout en première année. On a 15 à 20 heures par semaine de cours magistraux, donc on n'a pas ou très peu d'interaction, mais surtout pas d'interaction, hein. Et on a une grande liberté, ce qui est évidemment relativement dangereux, hein. Si vous n'y allez pas, personne ne le remarquera. On ne fait pas l'appel, mais mon conseil, évidemment, c'est d'aller aux cours magistraux. Parce que, en somme, dites-vous la chose suivante, c'est que le prof, en cours magistral, il va avoir 36 fois 50 minutes pour vous présenter sa matière. Et si je prends l'exemple de l'introduction au droit, ce qu'il va faire en 36 fois 50 minutes, c'est une synthèse d'un manuel d'introduction au droit qui va faire entre 400 et 600 pages. Donc si vous vous sentez capable de faire aussi bien que lui et de résumer 400 à 600 pages en une centaine de pages, parce que vous allez avoir une centaine de pages de prise de notes hein, à la fin de ces 36 fois 50 minutes, bah, éventuellement, travaillez tout seul la matière chez vous et n'allez pas en cours magistraux. Mais dites-vous quand même que le prof qui donne le cours, il a plusieurs dizaines d'années d'expérience derrière lui, qu'il a passé les concours les plus difficiles en droit, et je pense que c'est un meilleur juriste que vous, a priori, hein. Donc faites-lui confiance et allez aux cours magistraux. Ensuite, ce qui va occuper toutes vos semaines, ce sont les travaux dirigés.
Et c'est vraiment ce qui va rythmer votre semaine parce que vous savez que vous allez avoir cette note de contrôle continu. Et donc, d'une semaine à l'autre, vous allez préparer vos fiches de TD dans toutes les matières fondamentales. Le plus souvent, dans les facs, on a 2 matières fondamentales par semestre. Parfois, on a 3 matières fondamentales par semestre, donc avec des fiches de TD à préparer. Et donc, les travaux dirigés, ça va être entre 3 heures et 5 heures par semaine en fonction du nombre de travaux dirigés que l'on a. On va dire 3 heures pour 2 matières fondamentales, souvent plus 2 heures pour des travaux dirigés dans une langue. Mais voilà, c'est différent, hein, encore un peu différent. Mais disons, voilà, entre 3 heures et 5 heures de TD par semaine. Là, c'est obligatoire, donc vous êtes tenu de vous présenter. L'appel est fait et toute absence est notée. Et au bout de 3 absences, eh bien, vous êtes disqualifié, vous ne pouvez plus passer l'examen. Donc, enfin, du moins, euh, euh, vous n'avez pas de note de TD et donc ça vous disqualifie de facto, hein, pour passer votre examen. Et la participation orale, encore une fois, voilà, est particulièrement importante. Donc, c'est pour cela que j'y revenais dans ce slide. Mais on a déjà parlé de cela. Donc, les travaux dirigés, c'est un moment très important, hein, de votre semaine. Ensuite, une grosse partie de votre semaine, ça va être aussi le travail personnel. Alors, le travail personnel, vous allez y consacrer 20 à 25 heures, hein, de votre semaine. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 2 matières fondamentales importantes où il va falloir préparer des fiches de TD et on estime à environ 10 heures de travail personnel pour ces matières fondamentales. Et puis, il faut ajouter à peu près 5 heures, hein, pour travailler les matières complémentaires progressivement pour ne pas avoir à tout découvrir le jour ou la veille du partiel, ou même une semaine avant le partiel, ce qui est tardif. Donc, il faut commencer aussi à travailler ces matières complémentaires petit à petit, hein, progressivement, et donc y consacrer quelques heures par semaine. Donc, en tout, si vous voulez, vous allez avoir à peu près 20 à 25 heures de travail personnel. Donc, si on fait le calcul, entre le travail personnel et les TD et les cours magistraux, ça vous fait des semaines à peu près à 55, 60 heures, hein, de travail. 55-60 heures. Maintenant, si on veut rendre les choses assez concrètes, c'est 8 heures du lundi au vendredi, d'accord? Plus le samedi, hein. Plus au minimum une demi-journée le samedi, si on veut se garder le dimanche. Euh, et c'est même, je dis 8 heures, c'est même plutôt 9 à 10 heures du lundi au vendredi. Si on veut faire 9 heures de travail, en fait, ça vous fait des journées de, mettons, 9 heures du matin à 19 heures en prenant 1 heure pour le déjeuner. Voilà. Donc ça, c'est la journée de travail assez classique d'un étudiant en droit. Ce qui fait beaucoup de travail. Il ne faut pas que ça vous effraie, parce que le droit est passionnant. Donc, c'est 10 heures où vous allez un peu souffrir, c'est vrai. Peut-être que Clara serait moins édulcorée que moi à cet égard. Donc, il y a un petit peu de souffrance, mais bon, voilà, c'est comme dans une rando à la montagne, on souffre un peu, mais le sommet est tellement beau que ça vaut le coup de souffrir un petit peu. Euh, mais voilà, il ne faut pas se dire que à l'université en droit, on se la coule douce parce que ce n'est pas du tout le cas. Alors, il y a Eb qui me demande comment tu faisais pour avoir un cours bien rédigé lors de tes premiers cours magistraux parce que j'ai fait une immersion, franchement, à prise de notes, c'est difficile et à un moment, tu décroches et celui qui est à côté de moi n'est pas forcément mieux noté. Alors, oui, Eb, et c'est pour ça que je vais faire une conférence, hein, sur les méthodes de travail, la prise de notes notamment. Donc, eh bien, reste connecté, hein. Reste connecté. Maintenant, voilà, on t'enverra des invitations pour assister à mes prochaines conférences. Évidemment, pendant ce travail, enfin pour tout ce travail personnel, il faudra apprendre les cours et puis il faudra travailler sur les fiches de TD. Voilà, donc
Je vais passer rapidement, parce que finalement, je vous ai déjà parlé de cela, hein, mais le travail personnel, c'est un point qui est très consistant, hein, de votre semaine. Un peu de sport, hein, si vous arrivez à le faire, c'est très bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça vous donne des crédits supplémentaires. Bon, alors c'est pas énorme, mais Clara, tu peux me confirmer, je crois que c'est un crédit de 2 à 4 Deux points. points. Ouais, Ouais, c'est deux 2 points, points, hein. c'était moi. Ouais, c'est 2 points. Donc il faut avoir quoi en tout 100, hein, semestre quoi, c'est sur 100 ou 120? C'est ça, 120. Ouais, c'est 120. Bon, 2 sur 120, c'est pas beaucoup, d'accord, je vous le concède, Mais ça mais peut faire la différence, ça hein. peut faire la différence, Mm. exactement, hein. Donc, ça peut tout à fait faire la différence. Alors, il y a Silignon qui demande comment se passe le déroulement des partiels. Alors, juste, ok, je réponds à cette question rapidement. On vous met dans un amphi, donc à plusieurs centaines. On vous donne un sujet et vous avez 3 heures pour faire l'exercice. Voilà. Donc c'est comme un examen officiel comme le bac, à peu près, hein. Il y a un côté impressionnant et un peu stressant. Euh, Vous avez des tarifs très avantageux, hein. Moi, j'ai pu avoir des cours de tennis pendant toutes mes études de droit. C'est imbattable. Ça coûte, je sais plus, moi, à mon époque, c'était dans les. Je crois que j'avais payé 130 francs, oui, parce qu'à mon époque, on était encore en francs. Donc, ça correspond, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, alors, j'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui, mais c'est peut-être, je sais pas, une cinquantaine d'euros pour avoir des cours de tennis toute l'année, quoi. Je veux dire, c'est absolument imbattable. Donc, profitez-en. Profitez-en. Et puis, mens sana in corpore sano, comme on dit, hein. Donc, c'est important d'entretenir sa machine et d'être en forme parce que bah, j'ai là aussi d'expérience, je connais beaucoup d'étudiants qui s'épuisent un petit peu physiquement et qui arrivent fatigués le jour du partiel. Et quand on est fatigué, eh bien, le cerveau est moins disponible et donc on est moins performant. Donc, le sport, ça me semble à cet égard vraiment important. Et puis la vie sociale. Évidemment, la vie sociale reste importante. Et là, peut-être que tu peux répondre plus clairement à la question qui t'était posée. Comment toi, tu organisais tes journées pour continuer à avoir une vie sociale et à quoi ça correspondait? Est-ce que, par exemple, tu étais dans une association d'étudiants? Est-ce que tu avais des activités culturelles ou est-ce que tu avais des loisirs? Est-ce que tu sortais, par exemple, en semaine ou seulement le week-end? Ça ressemblait à quoi ta vie sociale? Alors, c'est vrai que quand on arrive à la fac, il y a énormément, vous allez arriver, vous allez voir à l'entrée des associations étudiantes, des activités qui sont proposées, souvent d'ailleurs des associations qui se présentent à vous pour organiser des soirées. Donc forcément, ça donne très envie. On a tous eu envie d'y aller et d'y participer. Je ne vous cache pas que beaucoup ont redoublé aussi parce que justement, ils ont apprécié le côté vie étudiante, association étudiante, soirée, loisirs, etc. Et du coup, ont un peu délaissé les bancs de la fac, forcément. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux. La fac, c'est une nouvelle année, c'est beaucoup de rencontres, c'est énormément de découvertes. Donc, il ne faut pas aussi négliger ce côté-là, c'est très intéressant. Mm. En revanche, choisissez bien vos associations parce que tout n'est pas à prendre. Il y en a certaines qui vont vous demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est souvent très intéressant, mais du coup, on néglige un peu le côté travail personnel. Moi, personnellement, j'étais dans une association, mais j'en ai profité pour me faire des amis et du coup pour travailler avec eux en groupe. Donc, ça a été bénéfique, mais tout dépend de votre méthodologie de travail, tout dépend de ce que vous voulez faire comme activité extrascolaire. Mais ne vous enfermez pas dans les études, mais en même temps, ne vous fermez pas aux études. Mm. Merci. Merci Clara pour cette réponse qui est rassurante quand même. Oui, on n'entre pas au monastère, hein, quand on fait des études de droit.
Il faut être sérieux, comme on l'a vu, il y a beaucoup de travail, notamment beaucoup de travail personnel, mais voilà, c'est pas non plus insurmontable et c'est même important de continuer à avoir une vie sociale. Alors, Fanilo, qui a deux questions. Est-ce que si jamais je ne suis pas prise dans les IEP et Sciences Po, si je vise les humanitaires, est-ce que c'est mieux de faire double licence économique droit ou tout simplement droit? Et la deuxième est, Clara, est-ce que tu es stressée qu'est-ce qui t'a stressé le plus durant ton parcours? Alors, sur la première question, s'agissant des humanitaires, euh, si vous voulez, il y a- ça veut tout et rien dire, les humanitaires. C'est-à-dire que c'est très très vaste, donc c'est difficile de vous répondre. Euh, euh, il y a certains métiers dans les humanitaires qui seront plus économiques et qui ressembleront plus donc à une gestion d'entreprise. Voilà. Donc là, c'est plus des études d'éco faut avoir fait. Et puis, on peut être dans des métiers de l'humanitaire qui sont plus sur les relations internationales. Et donc là, c'est plutôt du droit qu'il faut avoir fait. Donc, euh, je dirais que les deux, de toutes les manières, formations sont intéressantes et vous permettront ensuite de bifurquer. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Là, faites vraiment ce qui vous intéresse par rapport à ce que vous avez pu voir en recherchant un petit peu, mais vous ne pourrez pas vous tromper. Les deux voies mènent vraiment bien à- au métier de l'humanitaire. Alors Clara, qu'est-ce qui t'a le plus stressé durant ton parcours? J'avoue que ce qui était stressant, évidemment, c'était les examens. Surtout les premiers, parce que on ne sait pas trop comment ça se passe, on n'est pas trop prévenu. Les galops d'essai, moi, quand je suis arrivée, je n'ai pas eu une réunion organisée par Mathieu, donc le terme galop d'essai, je ne savais même pas ce que c'était. Et puis au final, ce qui est devenu très stressant au fur et à mesure des années, c'était plus les oraux. Mais bon, en fait, on se fait à tout et ça va aller, hein. Il y a pas de grandes difficultés. Ça change pas énormément des examens que vous avez déjà passés. Vous allez passer le bac, donc ça change pas énormément, vraiment. D'accord. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il faut apprendre les cours par cœur? Est-ce que faire les fiches, c'est une perte de temps? Là aussi, Yacine, alors Yacine, vous allez adorer cette conférence que je vais organiser dans quelques mois parce que toutes les questions que vous vous posez sont des questions, ah bah voilà, c'est ce que dit effectivement Clara, sur les méthodologies d'apprentissage. Donc là, restez connectés et connectez-vous bien à cette... et alors là, pouvoir vous faire plaisir, vous allez pouvoir me poser plein de questions. Savez-vous si toutes les facs proposent des participations, là, je vois qu'il y a des réponses écrites. Donc voilà, ça me permet d'avancer. Donc voilà pour la vie sociale et donc l'organisation et à quoi ressemble donc la vie d'un étudiant. Pardon. Donc, je reviens. Vie sociale et voilà. Et donc on arrive au terme de cette conférence. Et donc, si vous n'avez pas d'autres questions, il me faut annoncer maintenant le ou la grande gagnante du jeu concours que Mission Droit vous propose, qui est de gagner un stage de pré-rentrée. Alors, pardon. Ma méthode a été la suivante, c'est que j'ai pris tout à l'heure la liste de tous les inscrits et je l'ai fait passer à la moulinette d'une application qui permet de tirer un nom au hasard et le nom qui est sorti est Alice Morel. Et donc je ne sais pas si Alice Morel est connectée ce soir ou si elle ne l'est pas et dans ce cas-là, on la contactera. Si elle est Euh, connectée, je la Alice vois sur Morel la. Ouais. est connectée. Ah bah écoutez, formidable. Ah bah voilà, Alice. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nous pour savoir comment procéder concrètement pour bénéficier de ce stage de pré-rentrée qui vous est offert. Mais on est très heureux de, voilà, de vous recevoir chez nous.
et pour ce stage de pré-rentrée, qui est un stage généralement particulièrement apprécié des étudiants parce que vraiment c'est très très rassurant. C'est Surtout, vrai, je l'ai fait pour ma ouais, part. ouais, on passe, vous avez 30 heures de cours avant Mm. d'entrer à la fac de droit, on apprend plein de vocabulaire. C'est généralement, c'est très très, euh, hop là. C'est très apprécié de nos étudiants. Donc voilà, je vous invite à entrer en contact avec nous. Moi, je vous contacterai pour vous expliquer davantage les choses. Et à tous les autres, je vous annonce qu'il y aura un stage de pré-rentrée offert par conférence. Et il y en a encore trois des conférences. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter et puis bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que nous ayons beaucoup de monde. Ce soir, on a eu beaucoup de questions, ce qui nous a fait déborder un petit peu. J'avais prévu à peu près une heure et quart. Ça fait plutôt une heure et demie qu'on est ensemble. Pour moi, c'était un plaisir. J'espère que ce n'était pas trop long pour vous. Comment faire pour s'inscrire au concours? Bah, tout simplement vous inscrivant aux prochaines conférences, comme pour ce soir, Yacine, hein, tout simplement. Et puis bah, de nouveau, on procédera à un tirage au sort pour désigner un heureux gagnant à chaque conférence. Et donc, notre prochaine conférence sera bientôt annoncée sur les réseaux sociaux, mais je peux peut-être d'ores et déjà vous donner la date et vous donner rendez-vous de notre prochaine conférence. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais juste vérifier les bonnes dates. Euh, et je continue à admettre du monde. Ouais, voilà, ces gens qui se déconnectent. Alors, notre prochaine conférence, ce sera le 24 avril. Voilà. Le rythme, c'est à peu près une fois par mois, hein. Prochaine conférence le 24 avril sur le thème de réussir ses études de droit. Et puis le 15 mai, on se demandera si c'est nécessaire ou pas de faire, ou indispensable ou pas de faire une prépa de droit. Et puis on parlera le 11 juin de la rentrée, de préparer. Comment préparer sa rentrée? Vous aurez un été pour préparer votre rentrée. Il faudra le mettre à profit cet été. Et donc, je vous parlerai de tout cela. Donc là, voilà, dans l'immédiat, rendez-vous le 24 avril. Euh, Clara, un immense merci de m'avoir accompagné ce soir, d'être intervenue, d'avoir répondu à Avec toutes les plaisir. questions des étudiants qui étaient là ce soir, nombreux et qui ont posé beaucoup de questions et tes réponses étaient, comme toujours, très, très, très claires. Et voilà. Et pour ceux qui seront chez Mission Droit l'année prochaine, Clara pourrait être votre tutrice, peut-être, si Clara Peut-être, effectivement. a le temps de continuer son activité de tutrice l'année prochaine et je le souhaite. Je vous donne rendez-vous le 24 avril. Je vous souhaite une excellente soirée. Très bientôt.